Bonjour et bienvenue à vous sur Canal Algérie dans votre émission Bonjour d'Algérie. Très heureuse donc de vous retrouver ce matin. Donc comme chaque dimanche, nous recevrons Aïda Mechri qui nous parlera aujourd'hui entre esprit de synthèse et apprentissage. Donc elle nous donnera un peu plus de détails dans sa rubrique. Tout de suite après, nous recevrons Abd Nasser Bensoula. Donc demain, ça sera une journée d'études où nous verrons les perspectives d'handisport. Voilà, donc bien entendu, tout de suite après, nous recevrons Nordine Saoudi, donc, qui est auteur, compositeur et interprète, et président de l'association Essendousia. Bien entendu, comme chaque dimanche, nous recevrons Yazid Ait Mahieddine et Jawdet Gessouma. Ça sera une surprise, comme d'habitude. Ils sont toujours là avec de bons plans, de bonnes idées et surtout des choses à découvrir. Et bien entendu, sans tarder, nous commençons par ML et la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Mariam, ça va? Alors je pense que froidement? le temps, froidement oui, j'en suis la preuve. Mariam elle grelotte. Le temps, les températures ont baissé. Oui, avec l'arrivée de la neige, oui. Bah, c'est d'accord. tout à fait Ah normal. donc il a neigé. Ah oui, oui, bah, c'est c'est pour pratiquement ça. toutes les hauteurs. C'est pour ça que j'ai froid, donc Oui, depuis hier. elle grelotte, elle grelotte. Donc, Sinon, sinon, on y va on va voir d'abord quel temps il fait. D'accord. Bonjour, bon réveil à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps restera le plus souvent nuageux sur les régions de l'Ouest. Et Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées et parfois orageuses sur les régions de l'Ouest. Donc, des pluies durant toute la journée, mais plus vers les côtes et vers les régions intérieures. Quelques pluies également orageuses vers les côtes centre et est. Et à noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières qui peuvent atteindre les 50 km/h. Et ces pluies seront parfois accompagnées de grêle, mais plus près des côtes ouest et centre. Et à noter des flocons de neige sur les sommets de l'ouest, le centre et l'est qui peuvent atteindre les 1000 à 1100 mètres d'altitude. La moitié sud, excepté quelques pluies, mais plus vers le nord de Béchar. Ailleurs, le temps restera dégagé avec toutefois des passages nuageux, mais des nuages de type élevé vers le nord Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Et à noter des soulèvements de sable vers le nord Sahara, les oasis, Tindouf et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt fraîches avec l'arrivée de la neige. Le minimum 7 degrés seulement à Al-Bayad et Djelfa, 8 Tiaret, 14 Tizi Ouzou, également Sétif, 12 à Batna, 15 degrés à Alger, Oran, 17 à Annaba, 16 degrés à Tlemcen, 12 degrés à Batna. Au sud, 18 degrés seulement vers Béchar et Biskra, 21 Gardaya, 28 à Elizi, 25 Tindouf, 27 à Adrar, 29 Janet, 25 degrés à Tamanrasset, 35 le maximum à Ingezem en passant par les 31 degrés à Bourj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée, mais même très agitée sur les côtes centre et est, agitée sur les côtes ouest, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 60 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest sur les côtes centre et ouest à sud-ouest sur les côtes est, et 50 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest. Et on va faire un petit tour, cette fois-ci, vers le continent européen. Eh bien, on aura quelques flocons de neige du côté de Moscou. Le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Kiev, mais partiellement voilé à Londres, Berlin, Vienne, Paris, également Lisbonne et Madrid, Istanbul. Des pluies prévues du côté de Rome. Le mercure affichera un minimum de 2 degrés seulement à Moscou, 5 à Kiev et Vienne, 4 à Berlin, 6 à Paris, 8 à Londres, 11 à Madrid, 15 à Lisbonne et enfin 17 degrés à Istanbul. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل.
Merci Emel. C'est moi qui vous remercie. Apparemment, on a retrouvé des températures saisonnières. Oh, c'est ce que j'aime moi. Effectivement. Ah, franchement. Parce que franchement, ça fait les semaines plaisir. passées, On a eu c'était, chaud quand même. Hein. on a eu très chaud puisque je crois que ça a affiché jusqu'à 28. Exactement. On a Voilà. frôlé les 30 degrés. Je hein, pense à que l'ouest. c'est pour ça que la transition s'est mal fait pour moi, hein, de 28 Ça se voit, Myriam. Merci beaucoup, moi qui Emel. vous Voilà, remercie. donc on te retrouvera demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie. On continue donc en musique avec Mouh Paco El Mektoub. On écoute et on revient juste après. Voilà, donc c'était Mouh Paco El Mektoub, une très très belle chanson. Et pendant ce temps-là, Aïda Mechri nous a rejoint. Aïda Mechri, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très Très heureuse aujourd'hui parce que c'est la première fois là où on va échanger une thématique. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Généralement, on est face à face, mais de l'autre Absolument, absolument. côté. Donc Aïda, ce matin, tu vas nous parler donc des différentes méthodes d'apprentissage, donc entre parcourisme et esprit de synthèse. Les enfants, généralement, sont différents et chacun a sa manière de faire. Chacun a sa manière de faire, chaque parent aussi a sa manière de faire. La problématique s'impose étant donné qu'on est à la veille des examens, donc vous savez, ça remonte généralement, une petite pression comme ça. Ça remonte de quelques voilà. crans. Tout à fait. L'air devient des fois très toxique, difficile à gérer, très complexe, pour la simple raison que soit on n'a pas trouvé le bon chemin
parce que même l'apprentissage, c'est beaucoup de volets, on apprend dans le plaisir, c'est technique aussi. Ce n'est pas forcément une chose facile. Apprendre, ça veut dire que déjà, c'est connaître nos limites et savoir que là, on a la maîtrise, il faut évoluer pour apporter quelque chose de nouveau. Et souvent, ça s'est associé à quelque chose de très angoissant, difficile, un peu compliqué. Ça, on le vit même nous, adultes, hein, quand on a un nouveau volet, une thématique, une nouvelle thématique, on veut apprendre une langue. On est comme inhibé, difficile à retrouver un peu les pistes pour qu'on puisse vraiment se lancer à fond. Mais dès qu'on trouve la ficelle, le bout de fil pour vraiment nouer quelque chose et accrocher, que ça soit relationnel, un bon transfert avec l'enseignant ou l'encadreur, ou dans le contenu un intérêt particulier par rapport à nos objectifs, eh ben on trouve goût et à partir de là, on fait un échange entre cette anxiété qui nous habite, cette angoisse, cette difficulté, et on essaye un peu de gérer, de trouver le contenu. Chez les enfants, ça devient très compliqué parce que ça, c'est vraiment élaboré, réfléchi à l'âge adulte. Ça, c'est au niveau de mémoire, au niveau de travail de synthèse, études, on a comme la maîtrise de pouvoir vraiment trouver les outils. Mais oui, en fait, il nous a fallu quand même des années pour arriver à ce résultat. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire un peu marche arrière pour expliquer à ses parents que ce n'est pas la baguette magique. Que ça ne suffit pas d'avoir avec l'air un peu anxieux et puis placer les choses un peu sévères. L'apprentissage, c'est un processus très difficile, mais aussi très, moi je dirais, très nourrissant. C'est quelque chose qui peut vraiment développer la personnalité de l'enfant, qui peut l'enrichir, lui donner le savoir, et ça se fait dans le plaisir. C'est un peu paradoxal, donc voilà, il faut trouver juste milieu pour pouvoir accompagner nos enfants dans leurs différences. Il y en a ceux qui sont plutôt très forts dans les chiffres, tout ce qui est symbolique, réfléchi à l'intérieur avec le cerveau, ça, ils savent le faire rapidement et très bien. Il y en a d'autres qui sont plutôt dans la littérature, c'est cette poésie, c'est ces textes, c'est cette histoire, comment ils peuvent trouver du sens, comme celle qui est en face de moi, c'est dans les couleurs, dans les racines, dans il y a quelque chose aussi. Il y en a d'autres qui travaillent plutôt avec l'oreille. On donne formule, ils nous redonnent à peu près la même chose. Donc certains sont visuels, d'autres plus auditifs. Chaque enfant est réellement différent. Ou d'autres dans la compréhension. Il faut schématiser, expliquer, donner du sens. C'est une pomme plus une autre, ça donne, voilà, ou des bonbons, ou avec des légumes. On peut vraiment simplifier, leur apporter l'information pour qu'ils puissent vraiment associer, construire historique. Ce qui devient intéressant dans toutes ces histoires, que ce soit les différentes modalités d'apprendre, est-ce que mon fils a la capacité d'assimiler ces informations? Et puis, il a la capacité de me les rendre avec son discours et son propre discours. Parce que le vrai apprentissage, ce n'est pas de redire exactement ce qui est écrit sur même si pour avoir un 18 ou un 19,5. On a comme l'impression que voilà, on offre à nos enfants les manières, outils pour qu'ils puissent vraiment avoir les meilleures notes, mais dès qu'on termine le cycle de l'examen et puis on revient à notre vie quotidienne et le quotidien, ben tout s'efface. Parce qu'il y a quelque chose comme ça dans ce brouillon ou dans ce tiroir, disons, d'informations. Voilà, il ne devient pas utile parce qu'on a passé l'examen. Donc voilà, on peut tout jeter et puis revenir au quotidien de notre vie. Et à partir de là, comment on peut vraiment bénéficier de ce savoir, comment vraiment on peut synthétiser, faire le lien pour vraiment comprendre, chevaucher les séances entre eux, comment vraiment comprendre qu'entre voilà, l'art et l'architecture, il y a un cadre très scientifique mais aussi un cadre culturel très riche, si ce n'est cette manière de trouver le champ de recouvrement, cette partie qui permet à l'enfant lui-même de retrouver son identité dans sa manière de faire. Et puis ça ne travaille pas uniquement les connaissances, si on travaille un peu, on est dans le savoir et dans les cours, ça travaille aussi sa propre personnalité, dans la confiance en soi. Parce que souvent dans l'apprentissage, il ne faut pas avoir toujours les bonnes réponses. On peut être dans l'échec, ne pas avoir vraiment
les réponses exactes des thématiques, mais il y a quelque chose dans la sérénité, dans cette force, dans cette sérénité avec soi-même, là où on va dire que la personne, même si elle ne sait pas, mais elle a une bonne estime de soi, qu'elle a la volonté de comprendre et puis le désir de pouvoir creuser dans les livres ou dans Internet, ou dans cette intelligence artificielle maintenant qui habite les applications. Aïda, exactement. Mais donc, dans cette manière de faire la synthèse, c'est vrai que, comme tu le disais à l'instant, ça développe la confiance en soi, parce qu'en fait, le prof donne un cours, donc c'est son cours à lui, et quand même l'enfant a le courage de, on va dire, d'y toucher. En fait, ce n'est pas sacré, il va donner sa propre touche, sa propre patte, et quand même, c'est vrai qu'effectivement, ça donne un peu plus confiance en soi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu le courage. Oui. Ah, il a le courage de faire. Mais je crois que c'est ça la petite porte dans laquelle on peut vraiment retrouver cette force. C'est une force de l'intérieur, mais aussi la manière de faire. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on peut cliquer sur des applications et puis on a la traduction intégrale et puis parfaite, bien faite. Il suffit juste de donner un peu une formule et puis voilà, on a de retour la copie corrigée avec correction de fautes d'orthographe, une petite calculatrice comme ça, elle peut nous donner les schémas et les graphes les plus intelligents, logarithmiques et puis voilà, on est dans cette rapidité. Ce qui peut nuire à ses compétences, c'est peut-être ne pas utiliser notre créativité, notre savoir-faire, notre manière de construire les choses, utiliser ces outils qui restent très utiles dans la vie. Aujourd'hui, on est dans un monde moderne très rapide et, moi je dirais, intéressant pour tout ce qui facilite la vie. Mais aussi, ça nous invite vraiment à retrouver quelque chose qui nourrit l'individu. Il ne faut pas rester absent parce que là, on peut rater beaucoup de choses. En parlant de ça, Aïda, donc, ne pas priver nos enfants, ne pas aussi leur donner cette facilité. Oui. Il va falloir, en fait, même nous impliquer plus qu'entièrement pour trouver le bon équilibre, parce que ça reste quand même un danger pour eux. Très, très dangereux, parce que pour la simple raison, si on ne leur donne pas cette marge d'autonomie pour qu'ils puissent voler avec leurs propres ailes, on va retrouver le même modèle de ces parents qui accompagnent leurs enfants pendant la période de scolarité. Les examens, ils sont là à réviser et les accompagner dans le contenu des cours, différentes matières, et puis à contrôler les notes. Ça ne s'arrête pas là. Parce que ça peut aussi mener une autre pression dans les résultats scolaires avec ce que ça peut donner. Donc, sans qu'on puisse vraiment comprendre, s'arrêter sur pourquoi mon fils bloque, ne donne pas, ne répond pas à cette feuille blanche quand il est seul, quand il est face à des questions qui peuvent l'interpeller directement. Pourquoi il y a quelque chose comme ça qui fait que les étudiants, au lieu de réfléchir pour construire leur, ils peuvent cliquer pour avoir une réponse très rapide, au lieu de s'investir réellement et de s'impliquer avec leurs pensées. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir à cette marge pour qu'on puisse être suffisamment bon, comme la théorie, entre parenthèses, le dit, ce n'est pas être parfait parent pour tout donner, ce n'est pas être effacé complètement, mais être juste là pour leur permettre de sauter avec ce qu'ils ont dans la différence. Il y en a ceux qui peuvent réussir des matières, pas d'autres. Il y en a aussi, j'ouvre cette parenthèse, qui ont des troubles d'apprentissage, qu'il faut vraiment s'arrêter, consulter, voir de près s'il n'y a pas des maladies particulières, des difficultés particulières, des troubles dans l'apprentissage. Ça, ils peuvent le définir avec des spécialistes pour comprendre pourquoi mon fils bloque, s'inhibe, n'a pas la bonne réponse, même si je suis là, je reste très tard avec lui, même si on révise tout, on s'implique, même si on fait des cours particuliers et on paye de l'argent, même s'il y a des profs spécialisés qui font beaucoup d'efforts, mais il y a quelque chose quand même dans ce circuit qui n'avance pas. Je crois qu'il faut réfléchir à tout ça, voir les modalités. Maintenant, on est à la veille des examens. Oui, justement, la semaine prochaine, ça va être les examens du deuxième trimestre. Voilà. De toute façon, les examens, ce sont le seuil là qui nous présente un peu notre réussite de notre échec. Là où on a réussi, là où tout va bien, ou là où ça marche pas, il faut vraiment réfléchir à donner mieux, à être plus présent. Je crois qu'il faut faire très très attention pour ne pas basculer.
cette atmosphère qui peut être très bénéfique pour l'apprentissage à une atmosphère qui est très toxique, coléreux, angoissant. L'enfant vraiment va déprimer juste à la veille des examens. Il y aura ces troubles de sommeil, c'est des troubles de la nourriture. On va retrouver d'autres. Des ambiances un peu toxiques à la maison. Voilà. Donc les parents aussi doivent savoir, il y a un moment où ils doivent s'arrêter et laisser l'enfant continuer seul. Ou mieux gérer. Ça veut dire, si je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mettre de côté comme ça, réfléchir réellement, demander conseil, voir des spécialistes dans ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des conseils, il y a des coachs. On peut retrouver vraiment des professionnels aussi de la santé mentale qui peuvent orienter, qui peuvent écouter. Moi, il ne faut pas rester seul. Juste, il ne faut pas rester seul. Et puis, dans tout ce qui est outils qui facilitent un tout petit peu, c'est pour avoir le meilleur de ces notes. Moi, je crois que les notes ne reflètent pas réellement le vrai apprentissage et la vraie personne de l'individu. Il faut revenir à ses propres compétences. Il faut voir de près qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut le réaliser. Et puis, vous êtes une artiste aussi. Vous avez touché un peu à ces activités culturelles, à ces ateliers, à ces côtés, moi je dirais, festifs aussi, là où on peut vraiment accompagner pour donner goût à ces formules de l'apprentissage différemment. Ça veut dire qu'ils peuvent vraiment réussir dans des filières, dans des spécialités, mais aussi œuvrer pour trouver cet équilibre entre activité artistique, activité sportive, entre l'apprentissage lui-même. Et ça donne le vrai développement d'une personnalité d'un enfant aujourd'hui, d'être homme de demain. Et voilà, l'épanouissement et le bien-être. Et le bien-être de l'enfant. Et surtout ne pas, on va dire, mettre les rêves de parents, donc nos rêves de parents, les donner à nos enfants à réaliser. C'est souvent l'erreur qui se fait. Absolument, mais aussi c'est inconscient. Souvent les parents qui n'ont pas réalisé beaucoup de choses le projettent sur leurs enfants. C'est légitime, c'est un peu légitime. Si ça marche, vous savez, on a des familles là où les parents sont médecins, leurs enfants sont médecins, ils essayent d'accompagner aussi les petits-enfants pour qu'ils soient dans la même famille. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est dans l'héritage, si ça se construit bien et dans cette belle construction, oui, mais s'il y a un déséquilibre quelque part, on peut nuire, parce que ce qu'on n'a pas réalisé, ce qu'on ne peut pas faire, nos enfants ne sauront pas peut-être le réaliser à leur tour. Donc il ne faut pas vraiment leur faire porter quelque chose qui devient très lourd. Mais vous savez, comment on peut retrouver déceler ça, comment on peut vraiment voir de près, c'est un peu l'écoute de ces enfants, pas dans la parole, dans leurs symptômes, dans leur vécu, dans leur comportement. Un enfant qui est épanoui, qui arrive à réussir, là où on sait qu'il a besoin juste d'être soutenu et accompagné, ça on peut le voir. Mais on a d'autres enfants qui le manifestent. Il y a des symptômes qu'il faut lire. Ça, ils peuvent être très anxieux, ils peuvent changer complètement de comportement, ils peuvent retrouver des larmes, des phobies, ils peuvent retrouver des comportements vraiment très ils perdent un petit peu cette joie qu'ont les enfants, absolument, cette innocence des insomnies, des cauchemars nocturnes, des énurésies, les pépis au lit. Il y a quelque chose comme ça qui donne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont ces signes qui vont nous permettre de lire, est-ce que mon enfant est épanoui, il y a bien-être là où il faut vraiment juste le protéger, ou il est victime de quelque chose. Il est victime entre parenthèses, mais on va dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça marche pas. Oui, et ça marche pas. C'est comme un tableau. On a comme l'impression que voilà, on peut réussir, mais si on reste juste un trait, on va bousiller le visage et on a un regard qui colle pas avec le tout total. C'est un peu notre comportement. S'il y a quelque chose qui ne colle pas, on a vraiment des comportements d'enfants qui peuvent être très significatifs. Les enfants ne disent pas tout. Non, effectivement, c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à cacher certaines choses. Ils ont l'intelligence, mais aussi pour ne pas bousculer les parents, pour ne pas être punis. Souvent, les enfants évitent des situations, on va dire, là où ils peuvent être vraiment... Oui, réprimandés, grondés, absolument, voilà. Absolument. Donc voilà, ils vont tout faire pour masquer avec un sourire, tout va bien. Oui. Voilà, j'ai eu de très bonnes notes. Voilà, à l'école, ça se passe merveilleusement bien, personne ne... Et puis, je crois que voilà,
les notes, ce sont eux qui vont révéler un peu ce qu'il y a derrière un peu tout ce cadre. Moi, je crois qu'il faut vraiment essayer de faire l'effort pour ne pas retomber encore dans ces situations qui peuvent nuire un peu à sa scolarité. Et puis, ça donne un échec scolaire ou vraiment des situations qui peuvent être très dangereuses. J'ajoute juste que les classes d'examen, c'est un peu particulier, qu'il y a une anxiété ou un travail très, très ciblé. J'encourage les gens qui préparent leur bac ou l'examen du BEM, voilà, les classes primaires, de faire très attention par rapport à ce processus d'apprentissage qu'il faut gérer. Oui, le contenu, le programme, mais aussi les émotions et cette force, parce que c'est dans le dernier tournant qu'on a besoin de plus d'énergie. Il faut tout cadrer, il faut vraiment canaliser un tout petit peu cette force pour que ça puisse marcher le mieux possible. Inch'Allah. Inch'Allah. Exactement. Donc, on souhaite bon courage à tous les élèves qui ont un examen cette année. Merci beaucoup, Aïda. Merci à vous. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup. Donc, reste avec nous. Tout de suite, nous allons voir alors le portrait d'un cycliste de Hamza Yassine, un reportage de Riyad Belkhadim. On regarde et on revient juste après. Hamza Yassine a l'amour du vélo dans le sang. Comme presque tous les Hamza, il est tombé dedans quand il était petit. Le voilà poursuivant son ambition à coups de pédale, caressant le doux rêve d'une médaille olympique. Je commence les entraînements dès maintenant parce que la saison sera longue ainsi que la saison prochaine. Je vais monter doucement en puissance et préparer le Tour d'Algérie qui sera ma prochaine compétition après le championnat d'Afrique. Je me prépare petit à petit avec un temps de récupération. Ensuite, j'augmenterai l'intensité des charges pour travailler l'endurance. Hamza a surmonté toutes les difficultés pour réaliser ce rêve. Malgré sa blessure, quelques semaines avant le championnat d'Afrique au Ghana, qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a pu se hisser à la seconde place et décrocher la médaille d'argent. Avant le début du championnat d'Afrique, j'espérais emporter la victoire. Malheureusement, je me suis fracturé la main. Je suis resté 1 an sans compétition. Et là, je me suis dit, c'est fini pour moi cette saison. والحمد لله مع كما نقولوا مع المدرب والفيدراليه يعطيهم الصحه ما خلاونيش. Hamza Yassine, après avoir décroché son billet pour Paris 2024, va s'atteler à donner son maximum pour honorer la petite reine algérienne et espérer ainsi entrer dans l'histoire de son sport par la plus belle des portes et dans le plus grand regroupement sportif de la planète, les Jeux Olympiques. Eh oui, un événement que beaucoup de sportifs attendent et puisque l'occasion se présente, nous allons continuer donc l'émission de Bonjour d'Algérie en recevant le docteur Abd Nasser Bensoula. Donc bonjour docteur, bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Nous allons parler d'handisport ce matin. Tout à fait. Voilà, donc demain un événement précis. Voilà. Donc c'est une journée d'études. Exactement. Donc justement sur l'instruction du ministre de la Justice et de la Jeunesse et des Sports, donc l'USSTS de Deli Ibrahim, à sa tête le professeur Fethi Belghoul, organisant la journée d'études sur l'inclusion, via le sport bien entendu. Et voilà, donc on se pose la question, est-ce possible l'inclusion par le sport pour la personne handicapée? Voilà. Donc moi je suis attendu à cette journée, donc j'ai préparé deux communications, donc le sens de l'inclusion et bien entendu toute la stratégie d'accompagnement, de management d'un dispositif accompagnant justement ces sportifs qui sont bien entendu déficients physiques et est-ce que demain, les perspectives futures, ce qu'ils pourront aussi être dans cette inclusion dans la société, comme vous, comme moi, comme toute personne, droit commun bien entendu. Donc on voit bien que ces dernières années au JO, donc les personnes à besoins spécifiques montrent des preuves, et même en Algérie, donc les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, énormément d'athlètes sont revenus médaillés d'or et d'argent. Exactement. Et je les suis d'ailleurs de l'autre côté de la Méditerranée. On a eu beaucoup de médaillés, et ça c'est
c'est vraiment important pour la valorisation déjà du sportif, parce qu'il est sportif aussi. Et il est personne avant qu'il soit déficient, parce qu'on handicap, ça fait un peu stigmatisant. Ben, il est sportif, il a su se faire distinguer à l'échelle internationale, au Japon et au-delà de son pays d'origine, c'est-à-dire au-delà de l'Algérie. Donc il a su prendre sa place à une dimension internationale et être compétitif devant un public élargi. Donc je pense que l'accompagnement, c'est pour ça que j'insiste sur l'accompagnement de ces personnes déficientes, est fondamental aujourd'hui. Et ils le font très bien entendu, à l'USSTS. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois cette école nationale, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que je coopère avec cette institution, que je salue au passage. Et le professeur Fethi Belroul, il est dans cette action. Hein. Pas plus loin que ce matin, on a travaillé encore matinalement sur cette préparation de dernière retouche. Mais sincèrement, il y a de l'avenir. Simplement, il faut qu'il y ait une coordination à tout point de vue, hein, c'est-à-dire autant techniciens, bien entendu, de préparateurs. Hier soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer même des entraîneurs, hein, là où j'étais hébergé, de l'équipe U23, donc des jeunes de moins de 23 ans. Effectivement, il y a tout un dynamisme. Donc la journée d'études permettra de réunir les professeurs, permettra de réunir les athlètes. Là, ce matin, ils sont en pleine préparation. Et ça nous permettra d'échanger, parce qu'on ne maîtrise pas tout le... C'est un échange, en fait. Moi, j'agis c'est ce que je disais ici sur le même plateau, au mois de janvier. Je suis là pour échanger mon expérience avec l'expérience de mes amis, de mes frères en Algérie. C'est beaucoup plus dans cet esprit que je m'inscris. Et même déjà dans le monde entier, donc l'handisport ces dernières décennies a vraiment connu, trouve réellement sa place. Bien sûr, de toutes les manières, à partir du moment qu'il y a une préparation, qu'il y a le pouvoir d'agir, hein, vous savez, toutes les évaluations aujourd'hui au niveau des institutions internationales, ils donnent la place au pouvoir d'agir de la personne handicapée. 2, il faut interroger les pratiques, c'est-à-dire le professionnel. 3, il faut de l'éthique, hein, des valeurs, des mœurs. Et puis 4, il faut évaluer nos actions. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la personne handicapée qui est engagée dans cette activité physique et sportive, si elle a toutes les conditions environnementales pour pouvoir agir de son propre gré, de son propre projet, je pense que les résultats sont là. Ils ont été démontrés d'ailleurs au Japon, au dernier jeu, donc ça fait plaisir. Donc, voilà, justement, malgré toutes les difficultés, les athlètes algériens ont brillé aux Jeux Olympiques. Il y en a eu plusieurs médailles, j'ai suivi, il y a eu plusieurs médailles d'or, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont accompagnés, et l'institution de Deli Ibrahim, le SSTS, c'est une institution qui est très compétente. Effectivement, très active. Il y a beaucoup de professeurs qui sont hyper dynamiques, des entraîneurs. Donc je pense qu'ils sont volontaires. L'accompagnement, bien entendu, des évaluations, c'est nécessaire et indispensable pour que la personne handicapée ou déficiente, d'une façon singulière, puisse accéder à ces activités, et certainement les résultats sont escomptés et nous les notons fondamentalement. Donc il faut que nous, les techniciens, parce que nous sommes des techniciens en fait, on est experts dans le domaine, mais on n'a pas toute l'expertise, hein, il faut rester humble, il faut accompagner les accompagnateurs. Il faut qu'il y ait cette transmission auprès des acteurs techniques, auprès des techniciens, auprès des managers, auprès des responsables, afin que cette passerelle soit construite d'une façon technique, mais d'une façon pédagogique, parce que le sportif, malgré qu'il a sa déficience, quand il est bien pris en charge, il démontrera au Japon, à Tokyo, qu'il peut être le premier. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a des disciplines que vous privilégiez plus que d'autres ? Alors, franchement, il y a toutes les disciplines. Hein. Nous, on a vu même au niveau de nos athlètes, ils ont toujours été dans toutes les disciplines confondues. Mais il y a pas mal de disciplines où ils ont été les premiers. Il n'y a pas de discipline appropriée. Je pense que c'est une question d'apprentissage. C'est pour ça que je dis souvent, il y a l'apprentissage, il y a l'inné. C'est-à-dire, tant que la personne a des réflexes et elle a des motivations, parce qu'il faut que ce soit aussi son projet.
C'est son projet de vie. Nous, on dit beaucoup plus le projet personnalisé. S'il aime bien le foot, on ne va pas lui demander de faire le hand. S'il aime le hand, on va l'encourager pour y aller au plus loin de ses capacités pour le hand. Voilà. Donc, ça dépend des attentes et besoins de ce sportif, de cette personne. Et nous, les techniciens, nous sommes dans l'obligation de s'adapter justement à ses attentes et besoins. C'est toute la nuance. Nous ne pouvons pas l'influencer par rapport à mon projet institutionnel, mais c'est beaucoup plus prendre en compte ses attentes, ses besoins, pour que je puisse l'accompagner dans cette trajectoire ou là, dans cette projection future de son projet sportif ou de son projet de vie. Et c'est ça qui est très important. Et quand je disais tout à l'heure, le pouvoir d'agir de la personne par le sport, par l'handisport, il faut lui donner les moyens de pouvoir agir. Et ensuite, bien entendu, je vais interroger le professionnel qui l'accompagne, l'institution, le professionnel technicien, etc. Mais après, il faut que j'interroge aussi qu'est-ce qui a été fait. On va évaluer quelles sont nos forces, quelles sont les faiblesses. Parce que peut-être il y a des forces, on va les valoriser, parce que de toute manière, il a été valorisé avec une médaille. La boucle est bouclée. Mais on se permettra aussi de se dire, à tel endroit, à tel niveau, il y a quelque chose qui a manqué. On va essayer de le renforcer pour qu'aux prochaines compétitions, aux prochaines activités, aux prochains efforts, je dirais comme ça, le rassurer, c'est surtout le rassurer. Parce que l'handisport, si vous voulez, quand la personne est handicapée, si il est en situation d'échec, s'il n'a pas valorisé ses compétences, etc., c'est très difficile de le retravailler. Donc il faut toujours le valoriser. Donc il va falloir un suivi pédagogique, un suivi sanitaire, psychologique, bien entendu, afin de lui assurer cet équilibre. C'est-à-dire, même s'il n'a pas la médaille, c'est ça qu'il faut faire très attention, il a participé. La participation domine le succès, si vous voulez, la médaille. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a des médaillés. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas médaillés. Il faut faire très attention à ceux qui n'ont pas été médaillés parce qu'ils vont vivre cet échec. Parce qu'en fait, ils ne supportent pas l'échec. Quand vous faites de l'expertise technique, clinique, la personne qui est en échec, elle ne le supporte pas. C'est-à-dire, elle est en souffrance. On va dire doublement difficile. Elle est en souffrance. Elle est déjà en handicap. Et en même temps, elle se dit, je vais c'est lui qui est sur le podium, il est en première position, et moi, je n'ai pas eu ma médaille. Donc, il faut toujours que le suivi psychologique derrière, pas des spécialistes, on en a Leiberg, puisse faire ce travail d'accompagnement, y compris pour ceux qui ne sont pas en lumière. Donc, est-ce que les entraîneurs ont cette formation pour pouvoir parer et être là pour eux? Il y a des sensibilisations. Il y a des sensibilisations. Bien entendu, ils sont dotés des modules peut-être. Des modules. Après, ce que je me permettrais de dire, c'est justement ce genre de sensibilisation auquel je suis invité dans mon pays. À titre bénévole, je le précise, parce que l'handicap est universel. Il n'y a pas de frontières. Et moi, je suis d'origine du pays, d'Algérie. Donc, je me rends disponible en fonction de mes disponibilités pour apporter cette expertise afin de la partager avec mes collègues, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient managers, qu'ils soient responsables d'institutions, qu'ils soient cliniques, etc. La double formation que j'ai reçue de l'autre côté me permet aujourd'hui de pouvoir agir en bénévolat, mais en conseil technique. C'est ce qui est le plus important. C'est le plus important. Il y a aussi donc tout le matériel qui va avec. De temps en temps, certaines de ces athlètes ont besoin de matériel spécifique. Bien sûr, matériel spécifique. Il faut rendre l'environnement adapté. C'est très important. C'est un des points sur lesquels j'insiste énormément dans mes interventions, mes conférences, aussi bien en formation, aussi bien en expertise. Il faut que l'environnement s'adapte à la personne handicapée. On ne peut rien faire sans l'adaptation. Du matériel, de la salle, de l'accessibilité. Vous savez, je ne vous apprends rien, nous on a travaillé énormément sur une des déclinaisons européennes, sur le 3A, le S3A, c'est-à-dire l'accueil. J'arrive ici, il faut que j'arrive à rentrer dans cette salle. La lumière, peut-être si j'ai de l'épilepsie, peut-être ça va me perturber. Donc l'accueil, l'accompagnement, vous m'accompagnez, et puis il faut que je puisse accéder aux outils, au matériel sportif ou technique ou logiciel, parce qu'il y a aussi aujourd'hui la science qui évolue. C'est-à-dire qu'un sportif, oui, d'accord, il a une déficience, il a un handicap, mais peut-être je peux lui mettre à sa disposition un outil, un ordinateur, il va se cultiver, il va lire, qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe au Japon, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, comment ça se passe pour le sportif, etc., pour qu'il ait cet accompagnement technique. Il faut qu'il ait cette force d'accessibilité à l'outil, pas spécialement au matériel ou à la salle
ou à l'environnement. Parce que dans l'accessibilité, il y a aussi l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au savoir, l'accès d'une façon générale. En général. Il y a aussi donc les prothèses. On voit bien que pendant les Jeux Olympiques, il y a énormément de prouesses technologiques au niveau des prothèses. Et j'imagine que tôt ou tard, ils voudraient avoir ce genre de matériel. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, un des axes de collaboration et de coopération avec le SSTS, avec le professeur Fethi, c'est que de trouver des périodes, des phases, pour qu'on puisse échanger dans d'autres environnements, bien entendu, dans l'autre côté de la Méditerranée, visiter les centres, donc créer cette passerelle d'échange, c'est-à-dire que même nos sportifs puissent venir, faire des stages, puissent être accompagnés, oui. faire des petits stages d'une semaine, de 10 jours, etc. Ça leur permet non seulement de découvrir ce qui se passe ailleurs, peut-être ils seront même eux-mêmes force de proposition par rapport à ce qu'ils font ici, et ils peuvent aussi prendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que j'insiste énormément sur la passerelle. C'est un pont en fait. Il faut que ce pont puisse exister et que nous, les techniciens, nous puissions le rendre fonctionnel. C'est très important parce qu'il y a des prothèses, il y a les outils, il y a le matériel, mais il faut qu'il y ait appropriation, il faut qu'il y ait découverte, il faut qu'il y ait la rencontre. Vous savez, tout se passe dans la rencontre de l'autre. Le moi-même, c'est vous, c'est vous-même, c'est moi-même. Donc, tant qu'il n'y a pas ces rencontres, tant qu'il n'y a pas ces échanges, c'est un peu difficile. Et nous venons de passer la période de pandémie où chacun est resté cloîtré dans son espace. Et je pense que c'est ça qui va permettre un nouveau souffle pour que même les sportifs, même l'handisport, puissent redevenir accessibles et puis que les personnes puissent accéder à leur projet de vie et projet de sport. Exactement. Donc une fierté pour eux et aussi pour nous. Bien sûr, voilà, pour nous merci tous. beaucoup. Donc, je vous propose de suivre un reportage sur la restauration de la Casbah. On regarde et on revient juste après. Bien. Quelques années après le lancement des opérations de restauration du patrimoine bâti de la Casbah, engagée dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur, la vieille Médina d'Alger, lieu de mémoire et d'histoire, commence petit à petit à retrouver son âme d'antan. Des travaux de restauration effectués avec une extrême précision par une équipe de professionnels algériens aussi passionnés que qualifiés. Nous nous chargeons de la restauration du vieux bois. Quand le bois est abîmé par les aléas du temps, nous avons un produit destiné à le conserver et un autre contre l'humidité. Par la suite, nous procédons à la finition avec de l'huile de lin. وعندنا برودوي واحد اخر ثاني يجي كونتر الميديتي باش ما يحكمش الميديتي باسكو طاح عليه الشتاء الماء وكذا منا يتواسى ومن بعد نفينيو بالويل دو لان لي طرافو دو ريستوراسيون اللي رانا نديروهم حنا c'est les travaux de restauration, c'est la consolidation des murs, etc. Et quand il y a la restauration sur les éléments architectoniques concernant le tuf, le marbre, la boiserie et la céramique. Au niveau de la citadelle d'Alger, le palais du Dey et le palais des Beys ont connu un taux d'avancement que les architectes restaurateurs jugent satisfaisant, malgré les retards enregistrés dus notamment aux imprévus rencontrés sur le terrain. Bon, concernant les délais, il y a beaucoup de contraintes qu'on a rencontrées en cours des travaux. C'est ça qui a retardé un peu Mais l'état d'avancement du palais des Beys, il est à 60%. Et l'état d'avancement du palais des Dey, il est à 65%. En revanche, d'autres projets ont été finalisés et déjà livrés, à l'instar de la maison historique de l'impasse de Lavoisier, qui a servi de cachette aux Moudjahidines lors de la guerre de libération nationale. Le complexe des mausolées, quant à lui, est fin prêt pour accueillir les visiteurs. Le complexe des mausolées de Sidi Abdelrahman, les travaux sont pratiquement achevés. Ils sont en cours de les réceptionner et la réouverture officielle, Inch'Allah, ça va se faire le 23 février. Ensuite aussi au niveau de la citadelle d'Alger, 2 projets de restauration achevés, la nouvelle mosquée de la Judée et la poudrière au niveau de la citadelle qui sont laissés au ministère de la Culture, ouverts au public, qui connaît des visites quotidiennes des touristes, que ce soit algériens ou étrangers.
D'autres projets sont en cours d'étude, notamment la rénovation de toutes les voiries de la Casbah d'Alger, qui prendront en charge l'enfouissement des réseaux électriques et la rénovation de tous les réseaux souterrains, mais également l'aménagement des espaces non bâtis. Des projets d'envergure qui permettront à la vieille Médina de retrouver une nouvelle jeunesse. Voilà, donc la Casbah, c'est Sidi Abdelrahman. Voilà, j'avais peur de dire Sidi Mohamed parce que c'est dans mon quartier. Donc la rénovation, ça sera ouvert au public. Prochainement, j'imagine que je serai là-bas pour aller voir, n'est-ce pas? Donc j'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Nourdine Saoudi. Bonjour et merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. J'ai vu que vous avez apprécié le reportage. Ça fait partie des repères de la ville d'Alger et des repères de nos propres repères et c'est très, très important. Et je suis absolument ravi que Sidi Abdelrahman ait été restauré. C'est un lieu mythique et un lieu, je veux dire, qui forme l'identité elle-même de la ville d'Alger. Effectivement. Donc j'imagine que les visiteurs seront là et qu'il sera pris d'assaut. Hein, et en plus, c'est le saint patron d'Alger, c'est un lieu historique. C'est l'identité d'une ville, voilà, donc tout est dit. En plus, autrefois on jurait. Oui, c'est Abdelrahman, effectivement. Donc Nourdine Saoudi, vous êtes là ce matin pour nous parler de l'association Sundoussia et surtout d'un événement marquant. Donc samedi prochain, ça sera le 36e anniversaire. Oui, c'est... Oh là là, que le temps passe vite. Oui. 36 ans. 36 ans déjà. La création de l'association Sundoussia. Donc, ceux qui sont en charge de cette association ont décidé de fêter donc ce 36e anniversaire. Et Sundoussia est elle-même issue d'une autre association mythique qui est El Fkharjia. Fkharjia qui a donné un certain nombre de structures musicales pour le bonheur de tous et pour le bonheur évidemment de la musique andalouse et de la musique andalouse dans son lieu et dans son écrin qui est la ville d'Alger. 36 ans, je n'en reviens pas. Effectivement, c'est vrai. C'est énorme. Beaucoup de travail, beaucoup de... Elle a marqué son temps, Sundoussia. Donc, elle a été créée avec un groupe d'amis, Feu Smaïl Henni, avec... Nadji Hamma, Fatima Ben Osman, Madame Belaïboud, que je salue ce matin, Monsieur Hassan Tahir, et bien d'autres membres fondateurs, mais des membres actifs qui ont su donner de la lumière, qui ont su donner, par rapport à leur passion, qui ont su donner à cette structure un élan absolument phénoménal, qui a fait qu'en pas quelques années, mais en quelques mois, elle a pu décrocher le premier prix lors du fameux festival du printemps musical. Et ensuite, c'est en quelle année? En 86. 86. Ensuite, elle a récidivé en 87 avec un nouveau premier prix. Et c'était sous la direction de Nourdine Saoudi, professeur et chef d'orchestre de l'association. Ensuite, c'est une association qui a beaucoup formé, qui a eu comme élèves ceux qui font aujourd'hui la scène algérienne. Si on parle de Zakia Karaturki, si on parle de Lamia Madini, si on parle de Najib Kateb, qui est à la tête de l'association La Cordoba, de Bejar Hal. Oh là là! Mourad Jafri, Naïma Ziria, Radia Adda, Kamal Lounas, Sabawi Mohamed, Nsardine Galiz, qui encore Nasser Mouqdad, Haroun Rachid, pas Haroun Rachid des Abbasides. Oui. Et puis c'est des personnes qui ont donné du bonheur au public, mais qui m'ont donné un énorme bonheur, moi qui étais en phase 2 comme chef d'orchestre et comme professeur, et on a mené une histoire des plus belles, et je ne peux pas ne pas citer aussi quelqu'un qui a été fidèle à cette association, qui est Bakadi Ibrahim, qui est le secrétaire général. En tout cas, ce matin, je salue tous les membres de la Sundoussia passés et à venir.
ceux qui ont été en charge de cette structure comme Madame Madini, Salima, elle-même professeure à l'époque au conservatoire et elle-même élève de Cheikh Mohamed Fakharji. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et aussi Madame Triki, que je salue ce matin, pour avoir eu le courage de reprendre le flambeau et de mener vers les rives de la félicité cette association. Très bien. Donc, vous avez réellement réussi à faire vivre à travers des décennies cette musique? Ben écoutez, je crois que c'est aussi grâce à ceux qui nous ont parrainés nous-mêmes, c'est nos professeurs. Je dois citer tous ces hommes de l'ombre, mais qui ont su donner et insuffler en nous cette passion de la musique. D'abord, Cheikh El Bled, c'est Abdelrazak Fakharji, qui était à la tête de l'association Al-Fakharjia, mais aussi Abdelkarim Dali, mais aussi Belhoussin, mais aussi Mohamed Saji, et tous ceux qui ont fait les orchestres classiques d'Alger, mais aussi toute personne, artistes, musiciens, chanteurs, passionnés des trois écoles, de Tlemcen, de Constantine, et puis tous les passionnés des petites villes, Tizi Ouzou, Biskra, Souguer, Mostaganem. Dans chaque ville, dans chaque cité, il y a une petite flamme qui est en train, de... Donc toutes ces personnes quand même ont rajouté une pierre à l'édifice. Ah ben c'est clair, c'est une chaîne qui plante ses racines dans l'âge d'or de notre civilisation arabo-musulmane et qui ont su donner à travers donc toutes les générations chacun un relais qu'il a passé vers l'autre et qui est arrivé jusqu'à nous. Et puis aujourd'hui, il y a une pépinière extraordinaire qui se retrouve au niveau des associations, mais aussi au niveau des conservatoires. Mais c'est surtout la société civile, à travers les associations, qui a pérennisé un petit peu cet art et qui fait qu'aujourd'hui, l'art andalou est un art de partage à travers le territoire national. Donc quelque chose qui ne s'est pas perdu, c'est vraiment une passion et un savoir qui est resté comme ça à travers... il faut dire que c'est difficile sur ces derniers temps de pouvoir, on va dire, faire... apprécie à la nouvelle génération comme ça de la musique andalouse? Je crois que les Algériens d'une manière générale sont assez conscients de la portée civilisationnelle de la culture dont ils sont porteurs, qu'elle soit d'ordre matériel ou immatériel, architectural. Et vous avez utilisé un terme qui est savoir. Ce n'est pas uniquement de l'art, c'est un art, mais c'est aussi une science. Et là, on ne s'y trompe pas, parce que quand on parle, par exemple, de mode, on est forcément dans l'intimité de cette musique. Quand on parle de rythme, on est dans l'intimité scientifique de cette musique. Et les personnes qui font de la musique andalouse savent que c'est un creuset duquel ils peuvent puiser un certain nombre d'aspects qui peuvent leur servir dans leur vie future, que ce soit en pratiquant de la musique andalouse ou alors en pratiquant un peu les autres genres. Mais le substrat reste pratiquement le même, c'est le fondement même de nos musiques qui est les modes et les tempéraments. On les appelle les échelles musicales, on les appelle échelles musicales, mais chez nous on a un terme que je trouve très suggestif, qui est taba. Il est en même temps échelle musicale, mais il est également tempérament, c'est-à-dire le tempérament de chaque personne en fonction de l'heure, en fonction du moment, en fonction du jour, en fonction de l'année. Voilà, un genre c'est pas cosmopolite, mais c'est très riche. Voilà. C'est une musique qui est très riche et qui aujourd'hui se retrouve, pour le bonheur de nous tous, à l'échelle de toute l'Algérie, avec des couleurs très très différentes. D'abord, la couleur, c'est celle des trois écoles. Et ensuite, c'est la couleur de chaque interprète. On se situe dans une même école, mais chaque interprète va ramener une petite lumière qui ne peut être que la sienne. Si par exemple je parle... On dit une touche. C'est sa propre touche. Voilà, sa propre par exemple, touche nous sommes dans cette dimension algéroise, par exemple, de l'école d'Alger. Vous avez un certain nombre d'interprètes. Bon, je vais citer peut-être 3 ou 4. Ahmed Serri, Allah yarhamou, Cheikh Znadir Bitoul fi Amrou,
qui va fêter bientôt ses 94 ans. Zarrouk Moukdad. Oui, Zarrouk Moukdad. Et puis on peut ajouter Abdelkrim Dalim, même s'il est tlemcenien, mais il a joué de la Sana'a. Et vous voyez que nous sommes dans la même école, mais chacun a son propre timbre. Et voilà, c'est Abdelrazak Kharji, mon maître, Cheikh El-Bled, qui est décédé en 1984. Et l'association Kharjia, on l'avait créée avec les anciens élèves de Cheikh Abdelrazak en 1981. Puis il nous a quittés en avril 1984. Allah yarhamou. Donc la musique classique aussi s'est inspirée de la musique andalouse énormément. Il faut le dire, parce que la musique, disons, arabe d'une manière générale, ensuite la musique occidentale arabe, celle que nous retrouvons dans les cours de Grenade, de Séville, de Tolède et de Grenade, mais également d'Alger, de Tlemcen, de Bougie, Bdjaya, de Constantine, est une véritable révolution scientifique de laquelle se sont inspirées plusieurs générations au départ de troubadours, de ménestrels, etc. Et ensuite, avec le développement de cette dimension européenne construite sur le legs musulman, ils ont développé, disons, une autre forme d'approche musicale, mais construite, ceci dit, sur l'héritage ancien qui est l'héritage andalou. Quand je dis andalou, c'est-à-dire cette sphère culturelle et civilisationnelle qui comprend aussi bien l'Andalousie que tout le Maghreb, et surtout le Maghreb central qui est très riche sur ce plan-là. Quand on voit par exemple les mouvements qui construisent la nouba, on va les retrouver au niveau des symphonies. Et ça, c'est une inspiration, je veux dire, de cette musique, qui est la musique andalouse, puisque la musique andalouse, elle se confond avec le temps, et donc il y a une succession de mouvements qui essaye de ressembler un petit peu à ce temps-là. Et le temps, il est variable, et donc les mouvements qui construisent la nouba sont également des mouvements variables, du plus lent au plus rapide, qui est d'abord l'insiraf, ensuite le khlas. Et puis on retrouve une autre cyclicité dans une autre heure, et qui va donner les mêmes mouvements qui vont se relayer, sauf que le tempérament n'est plus le même. C'est-à-dire que Tama va changer. L'échelle sur laquelle est construite la nouba va être changeant, et c'est toute la variabilité de nos humeurs pendant une journée, pendant une année, pendant un mois, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben voilà, on va juste encore rappelez-nous l'événement samedi. Alors l'événement, il va se tenir le 9 mars. C'est un jeudi, c'est le 36e anniversaire de c'est jeudi, pas samedi. Voilà, c'est le 36e anniversaire de l'association Sundusia. Venez nombreux, participez à cette fête, et que la lumière soit et que le bonheur soit pour tout le monde. Ensuite, il y a un hommage qui est rendu à un des membres fondateurs de cette association. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Merci, tout le plaisir était pour nous. Merci J'imagine que vous avez parlé de lumière. Ce que je vous souhaite, c'est que cette lumière continue comme vous l'avez faite Inch'Allah pour nous tous. Briller pendant 36 ans, beaucoup de continuité. Inch'Allah pour nous tous. Et puis, je transmets mes amitiés à toutes les associations d'Algérie, et en commençant par la doyenne des associations qui a tant donné, qui est El Jazairiya Al Mousselia. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Nordine Saoudi. Je vous propose de faire une petite balade dans un endroit que vous aimez, donc la Casbah d'Alger. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Ici, l'authenticité est jalousement préservée. L'hospitalité et la générosité sont des traits de caractère chez les habitants qui réservent un accueil festif aux visiteurs. Bienvenue dans la Casbah d'Alger,
un joyau patrimonial qui draine les touristes du monde entier. C'est un endroit magnifique et on est vraiment ravis de le découvrir. Non seulement je souhaite revenir, mais j'encourage vraiment tout le monde à venir vraiment découvrir Alger et la Casbah. Je suis très heureuse de découvrir cette belle ville avec une hospitalité dont on m'a beaucoup parlé mais que je découvre et une gentillesse à tous les coins de rue. Venez à Alger, c'est merveilleux. C'est la première fois que je viens ici. J'ai adoré l'endroit, les gens sont très sympathiques. La citadelle d'Alger accueille quotidiennement des touristes locaux et étrangers. En fin 2022, nous avons reçu plus de 1000 visiteurs par jour. Les visiteurs découvrent les monuments historiques d'Al-Mahrousa, comme la mosquée du Dey avec ses 32 types de marbre datant de 1818. La poudrière ou la poudre noire était stockée durant la période ottomane, ou encore les musées. Le musée national des arts et traditions populaires, qui nous fait ressentir la richesse d'Alger, est à l'origine un palais qui fut construit en 1572. Il est racheté 2 siècles plus tard par un ministre du Dey Hussein qui le destine à sa fille. Sa fille qui est devenue aveugle pour s'être, dit-on, trop regardée dans le miroir. Ce même palais accueillera Napoléon en 1860 avant de devenir aujourd'hui le témoin de l'art populaire algérien. Les palais, c'est fantastique. Nous sommes arrivés maintenant, on va regarder les palais et c'est très très beau. Notre musée est très prisé par les touristes, notamment étrangers. C'est un musée et un monument à la fois. Si la visite vous donne faim, rien de tel que de la sardine fraîche que vous pouvez déguster sur cette terrasse, offrant une vue imprenable sur la baie d'Alger, le tout dans une belle ambiance chabi. L'ambiance est juste extraordinaire. Voilà, je retrouve l'accueil et la chaleur du pays. Voilà, donc c'est à l'image de ce peuple extraordinaire. Et puis surtout, c'est de redonner vie et de redonner vie à l'âme de ce quartier, de son histoire ancestrale. Et pour digérer le bon plat dégusté auparavant, un café ou un thé s'impose. Ce café vous fera plonger dans une atmosphère d'époque. J'ai appelé mon café Dar el-Fen. C'est un espace de détente qui vous fait voyager dans le temps. Les ustensiles, les instruments et objets qui décorent mon café me sont très chers. Et mon but est de faire découvrir la richesse de nos traditions et notre patrimoine aux touristes. Les étroites ruelles de la Casbah sont à elles seules de véritables analepses. Cette cité millénaire vous fera voyager dans le temps. Voilà, donc certains prennent la pause, d'autres dégustent quelques petites spécialités de la Casbah. Et j'ai eu entre-temps le plaisir de recevoir Djawdet Gessouma et Yazid Ait Maheddine. Ils sont là comme chaque dimanche. Djawdet Gessouma, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Yaïchek. Bonjour, ça va voilà. Très bien, et toi Yazid? Heureuse de te retrouver. Ça va. Yaïchek. Alors on commence par Djawdet, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? On a été finaliste Flashan, le Chan, donc bien, finaliste malheureux, mais ça va, finaliste tout de même. Et donc là aussi, on a un finaliste la littérature, particulièrement la poésie, avec Toufiq Boulfadel, qui est un jeune talent, vraiment, qui a beaucoup édité des livres, de Casbah édition et tout. Et là, il a, avec le Cimetière des Inconnus, il est donc finaliste du Prix international de poésie sur les traces de Léopold Senghor, section environnement et migration. Donc, cet auteur a beaucoup publié sur les migrants, sur des questions qui sont très prégnantes, qui sont d'actualité. Il parle des femmes, il parle de religion, il parle de la société actuelle, de composition, du monde en mutation, toutes ces choses-là, avec une très très bonne... Il parle de la vie et de l'amour. Vous aussi. Aussi. Des amours, des conflits plutôt, mais bon, c'est de la littérature. Donc voilà. Et donc là, lui, il est titulaire d'une licence. Donc Toufiq Boulfadel est aussi un chroniqueur, il fait beaucoup d'essais. C'est vraiment il a un master 2 en littérature française.
Et là, il y a un Master 2 en civilisation et littérature aussi, donc universelle. Et donc, il fait beaucoup de choses. Et là, il vient d'avoir donc ce prix qui sera donc remis probablement le 6 mai à la Fondazione San Fedele, c'est en Italie. Donc, il a beaucoup édité chez Casbah Édition et tout. Et il a fait, par exemple, Qadour le Facebookiste chez Edilivre, qui est une pièce de théâtre. Il a Les femmes chez Maïsabé qui est un essai. Il a Algérie, regard croisé avec Hervé Garand, préface de Katia Hassan qui est beaucoup nouvelliste aussi. Il y a Sissif en Algérie. Alors Sissif en Algérie, c'est un livre formidable où il parle des migrants, mais de ce point de vue, de notre point de vue, des Harraga, avec vraiment une notion on a l'impression qu'il est Harraga lui-même, c'est incroyable, une notion d'empathie pour justement toutes ces personnes. Et donc, Toufiq Belfadel est vraiment un talent à pas encourager, puisqu'il édite un peu partout, il fait plein de choses, mais vraiment à suivre de près. Et donc, et à faire connaître au plus large. Et donc, voilà, on le félicite un peu pour ce prix qui n'est pas le premier qu'elle reçoit. Il y a aussi une petite évocation, on a l'habitude d'aller de temps en temps sur des classiques. Et là, je me suis dit, je parle bien sûr sur le contrôle de Yazid Mahiddine, qui a beaucoup travaillé sur Mohamed Dib. Oui. Et donc, j'ai pris le risque aujourd'hui de parler un tout petit peu de Mohamed Dib, qui est né dans les années 20, dans la petite bourgeoisie tlemcenienne, et qui va faire des études et qui va un peu raconter sa société. Et Mohamed Dib, je pense, je ne comprends pas encore pourquoi il n'a pas eu de prix Nobel de littérature. Et apparemment, si on politisait moins le prix Nobel, je pense qu'il l'aurait eu, parce qu'il y a un travail sur la langue, il y a un travail qui est formidable, il y a un regard qui est pointu sur les choses, avec cette... il y a de la retenue. Elle a lu aussi, je pense... L'Arbre à dire. L'Arbre à dire, donc il est connu pour sa trilogie, c'est-à-dire La Grande Maison, le métier à tisser, l'Incendie. Et c'est vraiment un condensé, parce qu'après on a eu une adaptation au cinéma. Enfin, je dis cinéma, c'est un lapsus, parce que ça a été tourné en 35 mm par Mustafa Badir, dans des conditions cinématographiques. Donc c'est à la télé, en 1974, avec des grandes figures comme Laini d'ailleurs. Shafi Aboudra, on fait toujours le lapsus, on l'appelle Laini parce que son personnage a été vraiment immense. Et donc, quand vous voyez les photos qu'a pris, il était photographe aussi, Mohamed Dib. Et donc, quand vous voyez ces photos, vous voyez vraiment que Mustafa Badi a représenté cet univers d'une manière fabuleuse, sauf que Mustafa Badi a transposé ça de Tlemcen vers Alger. Il a situé à Alger. Et donc, vous avez une expression d'un endroit, d'une sorte de huis clos, qui représente vraiment toute l'Algérie de l'époque, qui était victime, aliénée par cette colonisation terrible, avec un quotidien terrible, justement. Et la transposition, vraiment, à l'image, était formidable, parce que comme vous voyez Tlemcen, les lieux de l'écriture, c'est le livre de photos noir et blanc, un noir et blanc charbonneux, très très puissant. Vous voyez qu'il y a un sens de la composition, tant dans l'écriture que dans la prise de vue, qui est formidable. Et Mohamed Dib a aussi écrit des pièces de théâtre, il a écrit des contes pour enfants, dont le célèbre Baba Fkran, et tout ça. Et donc, il a été repris plusieurs fois par des BDistes, par vraiment des dessinateurs. Il est rentré vraiment dans le patrimoine, et c'est notre patrimoine de littérature. Là, je voulais aller... Donc, la trilogie Métier à tisser, Incendie et La Grande Maison sont aussi les contre-champs, ou alors le contraire de la trilogie nordique,
sur laquelle a travaillé notre ami. Oui. Vraiment bien, vraiment je souhaite qu'il soit édité. J'ai eu la chance de le lire. Il a fait vraiment un travail où il décortique tous les personnages, tout ce regard qu'a Mohamed Dib sur la terrasse d'Orsol d'ailleurs, Simorgue, l'Infante mort, toutes ces choses-là qui font partie d'une trilogie dans laquelle vous voyez le regard de Mohamed Dib qui a une empathie avec le monde finalement. C'est incroyable, avec un sens de l'écriture, de la poésie, de la construction, même tragique, c'est-à-dire tragique, dramaturgique, où les personnages sont toujours là en questionnement, toujours d'un entre-deux, une sorte de doute comme ça, vaporeux, dans lequel... et lui, il arrive après à vous réexpliquer, entre guillemets, tout ça, par les situations elles-mêmes et tout. Mohamed Dib est un écrivain majeur. Et donc là, je me suis intéressé un peu, on avait parlé un certain temps du réalisme magique qu'il y avait. Là, Mohamed Dib a une sorte de réalisme magique, mais différent il a vraiment une patte à lui tout seul, différent de Gabriel Garcia Marquez ou de Boudjedera par exemple, qui avait une sorte de réalisme magique où ils intégraient... Là, lui, il va intégrer un élément dans Si Diable veut. Là, j'ai pris l'édition de Hibr, qui fait beaucoup de Mohamed Dib, bon, avec Barzakh, Shihab aussi et tout, mais là, il y a une collection chez Hibr de livres. Donc, Si Diable veut, c'est vraiment l'incursion d'un personnage, Imran, et c'est pas gratuit que ce soit Imran. Il a toujours Mohamed Dib des références sur la grande universalité spirituelle, religieuse et tout. C'est pas gratuit. Il va venir sur Imran dans un village un peu ancré dans la féodalité, dans le ruralisme le plus dur, la tradition conservatrice vraiment cristallisée dans la tradition, l'habitus, comme disait Bourdieu. Et donc lui, il va venir et ça va être un peu le grain de sable. Ça, c'est un peu l'élément qui nous rapproche de ce qu'a fait Boudjedra dans Les Mille et une années de la nostalgie ou Garcia Marquez dans 100 ans de solitude. Voilà, 100 ans de solitude. C'est l'incursion d'un élément qui va venir perturber tout le fonctionnement. La quiétude, entre guillemets, cristallisée. Mais là, l'élément est un élément qui appartient à cette communauté. L'élément perturbateur, sauf qu'il a été banni. Et puis après, vous avez, pas banni, mais il revient, mais sans avoir vécu ici. Et donc là, il va avoir tout un enchaînement de situations avec les deux vieux, mais notamment un qui ressort, qui est un peu la figure tutélaire, qui est Hadj Merzouk. Et après, vous avez plein de personnages, vous avez Mloula, vous avez... Et là, il va aussi avoir un entrechoc entre... c'est la nostalgie de ce personnage qui est Imran, qui vient de loin, qui va après penser à Cynthia, une sorte d'amour d'enfance un peu platonique comme ça, vaporeux encore une fois. Cynthia, et il y a Safia. Il y a la fille du Mouezzin. Oui, j'allais dire. Étant donné qu'il maîtrise le diable. Il y a aussi donc un entrechoc, j'avais parlé d'entrechoc, entre ce personnage avec qui il va avoir beaucoup de débats et qui va se révéler beaucoup plus intelligent que ce qu'il croit, c'est Safia, qui est le personnage qui lui est promis dans cette vie, puisqu'il va être promis à une sorte de mariage arrangé, évidemment, qui peut sembler naturel pour les gens du cru, mais qui est... Et vous avez aussi toute la figure de la sorcière, qui est un peu cet esprit un tout petit peu maléfique, qui est Teklit, je crois. Tioukhilin. Il est Tioukhilin, voilà. Heureusement que nous avons notre traducteur assermenté. Voilà, Tioukhilin, donc c'est un peu cet esprit-là. C'est les anges un peu gardiens, c'est les anges qui nous informent, qui nous protègent en fait. Et celle-là n'est pas aussi positive que ça ou aussi bonne. On ne sait pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. C'est une bonne ou une mauvaise sorte d'égérie comme ça, angélique ou un esprit comme ça. Et c'est Mohamed Dib a choisi cet esprit qu'il l'a mis au féminin.
c'est pour dénoncer, c'est pas par, n'est-ce pas, par misogynie ou des choses. Donc lui, il va vraiment nous mettre à l'intérieur de cette histoire. Il y a aussi les chiens qui sont une figure terrible de ce livre. D'ailleurs, où ça les commence chiens par ce chien, on lui accroche un foulard rouge et on l'envoie. Et s'il revient, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, la sécheresse, toutes les catastrophes inhérentes à ce cru. Donc, Si Diable veut est vraiment une incursion dans un univers formidable qui, aujourd'hui, peut-être quand on va le lire, on va plus être dans les années peut-être 40 ou autres. Et on va le voir avec un nouveau regard, et c'est ce qui est fabuleux chez Mohamed Dib, c'est qu'il transcende le temps, il transcende l'espace parce qu'il a une vision précise de l'être humain, et avec il transcende aussi les styles, parce que vraiment Mohamed Dib, c'est Mohamed Dib. Il y a une rupture avec cette linéarité qu'on retrouve dans Mohamed Dib est connu pour apporter à chaque fois des thématiques nouvelles, une manière nouvelle d'écrire. Il est très novateur jusqu'à nos jours, c'est-à-dire c'est un classique de l'écriture, mais il a une profondeur. Là, on voit les photos originales de Mohamed Dib qui ont inspiré Badi', juste même au niveau stylistique. Là, vraiment, c'est le petit Omar, hein, c'est quasiment le petit Omar. Oui. Alors que c'est des vraies figures qu'il a pris dans les années 40 à Tlemcen. C'est un livre formidable, les lieux de l'écriture, parce que vraiment, c'est une chronique photographiée de tout ce qui constituait Tlemcen, ou alors particulièrement, mais plus général, un peu la vision un peu des gens qui vivaient dans les années 40. Donc vraiment aussi à découvrir. Là, il y a une version qui existe photo, depuis 2020, je crois, 2018-2020, à Berzekh. Donc voilà, ils ont repris ça. C'était avec Philippe Bordas qui a pris des photos en 1993. C'était la version écrite sur la Revue Noire, enfin présentée sur la Revue Noire. Après, on a une réédition faite chez Berzekh. Donc voilà. Et donc vraiment à redécouvrir à tout prix, parce que Mohamed Dib, de toute façon, on le prend du niveau universel. Et je peux vous assurer que Garcia Marquez... Mais je vais le relire, parce que vraiment, il faut... Je vais le relire aussi. Moi, je vais le lire. Mais en sondant la stylistique. C'est un roman qui... il est dans la terre nourricière, cette terre algérienne. Ça rappelle un peu la terre et le son de Mouloud Ferhoun, mais avec un autre regard. Il y a le mausolée de Sidi Efelko, il y a cette dirt, et puis c'est le village comment ces hommes ont fait face aussi à l'hydre terroriste aussi. C'est en quelque sorte aussi, c'est un engagement d'un homme face à une situation que l'Algérie a vécue durant la décennie noire. Et à travers ce roman, il rappelle en fait cette détermination de faire face à cette bête immonde des années 70, des années 90. Voilà. Donc c'est en 98, je crois qu'il a été écrit. On a une explication des chiens qui partent, qui reviennent, qui partent ou qui reviennent avec des mauvaises nouvelles, avec des idées, c'est-à-dire négatives et tout ça, l'obscurité. Le chien, là, c'est vraiment l'obscurité. Mais c'est aussi un livre sur le soleil, sur la lumière, même si c'est dur. Il y a toujours c'est tellurique. C'est tellurique, exactement. Voilà. Donc c'est un lien sanguin, un lien humain avec la terre. Et c'est la force de Mohamed Dib est dans ça. Et justement, d'ailleurs, dans la trilogie nordique, il va parler de ce rapport avec la nature, il va l'évoquer et tout d'une manière formidable. C'est pour ça que je parlais de l'empathie géniale qu'a Mohamed Dib de se plonger dans... On a l'impression que c'est un écrivain. Il y a quand même des... C'est vrai, parce que quand on voit par exemple dans la trilogie nordique, il y a cette idée du rapport aux forces de la nature, et on le retrouve aussi dans la fille du printemps, dans
dans le oui, la fille du printemps, là, c'est une tradition. Enfin, c'est un peu la fiancée du printemps. Voilà. La fiancée du loup. Voilà aussi, qu'on retrouve. Voilà, voilà, toutes ces choses-là qui vont être Dib aussi. Hein. Oui, ce n'est pas une coïncidence. Il avait pris le pseudo de Diab, d'ailleurs, et ensuite il est revenu à Dib, qui était son nom d'origine. Et là, justement, toutes ces correspondances entre la trilogie algérienne, la trilogie, montrent vraiment un talent. C'est-à-dire, on ne parle pas de talent, là, on parle de transcendance de style, on est vraiment sur un niveau très élevé. Mais Mohamed Dib est très, très agréable aussi à lire, parce qu'il vous plonge dans votre moi intérieur. Moi intérieur, voilà, ou moi. Merci beaucoup, Jeff. Catherine Dib et Naïma Dib. Ça va faire plaisir aux lecteurs qui l'ont lu aussi. Donc merci beaucoup, merci à Mohamed Dib. Donc on rappelle juste le titre du livre. Si Diable veut. Donc là, j'ai pris l'édition de Hebr Édition. Et puis vous avez aussi Tlemcen, les lieux de l'écriture chez Barzakh. Et puis d'autres chez Hab et tout. Très bien. Merci beaucoup, Jawdet. Je te propose de rester avec nous. Nous allons découvrir quelques images du parc zoologique de Ben Aknoun. À la découverte des plantes, on regarde. Bonjour. Alors, on est là face à un prunellier sauvage. Prunellier sauvage, en fait... c'est des feuilles vertes, un petit peu vertes, ovales et elliptiques. En fait, au printemps, donc, les feuilles sont blanches, elles ont 5 pétales, on les voit là, elles sont un petit peu dentées et cadiques. Et voilà, donc on les utilise en fait pour les infusions en cas de constipation. Donc voilà, là on est donc au parc de Ben Aknoun avec notre cher cadreur Tito. Donc voilà, merci Tito, cadre bien. Hein. Ok. Il a bien cadré. Vous avez contaminé notre chronique. Hein. Je vois. Voilà, il a sauté sur le. Sur l'occasion. Il a profité que vous soyez sur les. Ben oui, au moins qu'on marque la présence quand même. Donc ça va, aujourd'hui, il a fait mon travail. Ah oui, au moins on aura une chronique, non? Voilà, oui. En tout cas, Yazid, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, nous allons parler du tourisme. Nous allons parler de littérature aussi, et puis d'opéra vers la fin. Littérature pour enfants? Oui, donc on commence déjà par ces influenceurs, ces blogueurs qui s'intéressent à l'Algérie, qui viennent et qui postent des images, des vidéos, et qui sont là à parler de la beauté de ce pays. Ils ont universalisé le Mhadjabet. Oui. C'est la première fois qu'on voit des Mhadjabet internationaux. Drobensky, nous avons Maria Kaina, nous avons Benko, nous avons un influenceur belge, et nous avons surtout Joe Hattab qui totalise 14 millions de followers. Il est jordanien et il est venu, on le voit là, à Bakam Shahid, et puis il a sillonné pratiquement toute l'Algérie. Il a été à Constantine, à la Casbah d'Alger, et il a parlé un peu de la beauté des sites, et puis on le voit. Et si on voit par exemple son Instagram ou son Facebook, pratiquement il a sillonné pratiquement, il était en Inde, il a été aux Philippines, il a été en Népal, il a été partout. Et en Algérie, il a été marqué par la simplicité des gens, par l'hospitalité légendaire. Et puis aussi Maria Kaina, qui est une Algéro-Britannique aussi, qui a aussi montré des images sur la région de Kabylie, les Constantine, les Aurès, un peu partout. Et puis il y a un autre influenceur qui a pratiquement 120 000 followers. Il a parlé de ce couscous assez particulier à la viande du chameau. Il était vraiment impressionné. Il a aimé ce couscous sucré, salé, préparé à la sauce des dattes. Jamais clito. Ah ben non, justement. Chameau, non, mais les dattes, oui. La sauce des dattes. La sauce des dattes, jamais. Donc, c'est un peu comme les Mexicains quand ils travaillent avec le chocolat pour le mollet.
Il l'intègre et ça devient vraiment excellent. Voilà. Les dates, donc c'est très bon. Et puis, je voulais parler aussi du programme un peu de l'Office national du tourisme, la participation donc, à l'étranger. Il y a beaucoup donc, de dates. En Allemagne, donc, il y aura du 7 au 11 mars, en Russie du 16 au 18 mars, et en Croatie du 24 au 27 mars. Donc, il y aura tout le produit touristique algérien qui sera présenté. Là, on voit, c'est à Milan. Donc, du 12 au 14 février dernier, donc, il y a la présence du stand de l'OMT. Donc, on voit toute cette présence de l'Algérie, donc en Italie, à Milan, pour promouvoir la destination Algérie. Et puis maintenant, on va parler de littérature, puisqu'à Tizi Ouzou, il y a un café-bibliothèque. En fait, il y a quelqu'un du côté de la rue Krib Belkacem à Tizi Ouzou. Il a aménagé carrément des espaces de lecture pour les amoureux du livre. Donc, on le voit ici. Donc, on peut siroter un café tout en lisant Mohamed Dib ou Mouloud Mamri ou la nouvelle génération d'écrivains. Et pour rester toujours dans Mohamed Dib, puisque les éditions Berzakh 2023, les éditions Berzakh 2023 donc, préparent 3 livres pour enfants de Mohamed Dib, Baba Ferkan, l'histoire du chat qui boude et Salem le sorcier. Donc, après avoir fait l'enfant gaz et l'arbre à dire et tout. Donc je pense que c'est la petite fille de Mohamed Dib qui prépare un peu qui est en train de préparer un peu les illustrations. Louise Dib qui travaille en scène laser graphique et tout. Voilà. C'est une excellente graphiste. L'histoire du chat qui boude, Salem et le sorcier et Baba Ferkan. L'histoire du chat du Fkran. On a s'appelé Ferkan. Ferkan, c'est un nom de famille. Il y a un nom de famille, Ferkan. Voilà. C'est des voisins, en fait. Et l'histoire de chat qui boude, t'as fait Non, justement. C'est quoi l'histoire du chat qui boude? On va lire le livre. Non, je vais la raconter à Madouja, voilà. Oui. Une chose est sûre, elle sera gâtée parce que tu as des histoires à lui raconter. Je vais la raconter, voilà. Et pour terminer, les Italiens à l'honneur, puisqu'il y a eu l'opéra italien, donc à l'opéra d'Alger, Boualem Bessaïa, avec le ténor Piero Guilacci et la pianiste napolitaine Simonetta Tancredi. Donc on va les écouter. Voilà. Ah, bah oui, avec plaisir. Non, d'accord. Oh ça veut dire... Elle être contente. Opéra, ça veut dire œuvre en italien. Œuvre, ouais. Donc voilà, juste pour le... Voilà. Toujours une petite info en plus. Oui, bah non, mais sur Dib, je peux rien contre lui. C'est lui, hein. Oui, voilà. L'opéra, et Dib, ça fait quoi? L'enfant loup. Voilà. Donc voilà. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé je pense le jeudi dernier, donc à 19h. Il y a eu quand même le programme, il y a eu Verdi, Puccini, Leoncavallo, il y a eu la Forza del Destino, il y a eu Sinofia, et puis il y a eu le passage de Aïda. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, qu'est-ce que tu as encore pour nous, Yazid? Ça y est? Je sais pas. Maintenant, je parlais d'opéra, j'ai parlé de tourisme, j'ai parlé de bibliothèque, j'ai parlé, on a parlé de Mohamed Dib, il n'a pas parlé du saint Sidi Afelkou. Et on attend la bienveillance de Cheikh, du saint Sidi Afelkou. Hein? Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, je crois que la bienveillance, là, on n'est plus dans la sécheresse.
On est dans l'espoir justement de bons augures avec la pluie qui tombe. Et donc pour la semaine prochaine, avec plaisir. Mais là, avec Mohamed Dib, justement, on est dans tout ce qui est contraire. Donc, si vous voulez vous réchauffer le premier poème de Mohamed Dib, c'était Vega. C'était un astre, Vega. Donc, il a commencé déjà à parler de l'astre alors qu'il avait 15 ans. Il était déjà accroché à ces forces de la nature, à cette galaxie. Et puis, de son regard de Vega, il porte un regard sur la vie dans un village, dans cette def de Sidi Afelko, pour parler des difficultés de l'humain et comment il a réussi à saisir le sens de notre vie à travers le livre de Si le diable veut. Voilà. Très bien, on n'en dira jamais assez à propos de Mohamed Dib et Yazid aussi ne se lassera jamais d'en parler. Donc je vous dis merci beaucoup. Merci à vous. À vous, Souma, Yazid, Aït Mahiddin. On arrive à la fin de notre émission. C'était Bonjour d'Algérie. Restez toujours sur Canal Algérie, la suite des programmes. Et moi, je vous dis, passez une bonne journée et à demain, Inch'Allah. Au revoir. ميزان غيب غادي يطاس ورتتساور دي باللوم على الخير ذكولي ناس إما طون النار يرو مدميرو عداوي الناس كرم ذاتي قبايلي